KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Aulus s'était à juste raison douté qu'il ne serait pas autorisé à comparaître devant Néron. On lui répondit que César était occupé à chanter avec le luthiste Terpnos et qu'en règle générale, il ne recevait pas ceux qu'il n'avait pas convoqués. En d'autres termes, cela signifiait qu'Aulus ne devait pas, à l'avenir non plus, chercher à le voir. En revanche, Sénèque, bien que fiévreux, reçut le vieux guerrier avec tout le respect qui lui était dû. Mais lorsqu'il entendit de quoi il s'agissait, il sourit avec amertume et dit « Je ne puis te rendre qu'un seul service, noble Plotius, celui de te prier de ne jamais révéler à César que mon cœur partage ta douleur et que je voudrais t'aider. Si en effet César avait le moindre soupçon à cet égard, sache qu'il ne te rendrait pas Ligie, même s'il n'avait aucune autre raison que celle de me contrarier. » Il ne lui conseilla pas non plus de se rendre chez Tigelin, chez Vatinius ou chez Vitellius. Avec de l'argent, on pourrait peut-être en tirer quelque chose. Peut-être voudrait-il faire enrager Pétrone, dont il cherche à saper l'influence, mais, de toute évidence, il trahirait à César combien Ligie était chère au Plotius, ce qui serait une raison de plus pour que Néron ne veuille la leur rendre. Là, le vieux sage se mit à parler avec une ironie mordante, dont il dirigeait la pointe contre lui-même. « Tu t'es tu, Plotius, tu t'es tu des années durant. Or César n'aime pas ceux qui se taisent. Comment as-tu pu ne pas t'extasier devant sa beauté, sa vertu, son chant, ses déclamations, sa façon de conduire un char, ses vers? Comment as-tu pu ne pas applaudir à la mort de Britannicus, ne pas avoir prononcé de panégyrique en hommage à l'auteur d'un matricide, et ne pas avoir présenté de félicitations pour l'étouffement d'Octavie? Tu manques, Aulus, de circonspection, ce que nous, qui vivons heureux à la cour, possédons au plus haut point. » Cela dit, il prit le gobelet qu'il portait attaché à sa ceinture, en puisa de l'eau à la fontaine de l'impluvium, s'en rafraîchit ses lèvres brûlantes et poursuivit. « Ah, Néron a un cœur reconnaissant. Il t'aime parce que tu as bien servi Rome et as porté la gloire de son nom jusqu'aux confins du monde. Et il m'aime, moi aussi, parce que je fus son maître dans sa jeunesse. Et c'est pourquoi, vois-tu, je sais que cette eau n'est pas empoisonnée, et je la bois en toute tranquillité. Le vin chez moi serait moins sûr, mais si tu as soif, n'hésite pas à boire de cette eau. Les aqueducs l'amènent jusqu'ici des monts Albins, et pour l'empoisonner, il faudrait empoisonner toutes les fontaines de Rome. Comme tu vois, on peut encore, en ce monde, vivre en sécurité et avoir une vieillesse paisible. Je suis malade, à vrai dire. Mais c'est l'âme qui est malade plutôt que le corps. C'était bien vrai. Il manquait à Sénèque cette force d'âme que possédaient par exemple Cornutus ou Thaséas. Aussi sa vie était-elle une suite de concessions faites au crime. Il le sentait bien lui-même. Il comprenait lui-même qu'un disciple de Zénon de Citium aurait dû suivre une autre voie, et il en souffrait plus que de la crainte même de la mort. Le guerrier interrompit ses réflexions amères. « Noble Anécius, dit-il, je sais comment César t'a récompensé pour les soins dont tu as entouré ces jeunes années. Mais l'instigateur de l'enlèvement de notre enfant est Pétrone. Indique-moi les moyens dont il faut user avec lui, les influences qu'il subit, et toi-même, enfin, fais appel devant lui à toute l'éloquence que peut inspirer ta vieille amitié pour moi. » Pétrone et moi, rétorqua Sénèque, appartenons à deux camps opposés. Je ne connais aucun moyen d'agir sur lui. Il ne subit l'influence de personne. Il est possible qu'il vaille, tout dépravé qu'il puisse être, plus que tous ces scélérats dont s'entoure aujourd'hui Néron. Mais ce serait perdre son temps que de lui démontrer qu'il a commis une mauvaise action.
Pétrone a depuis longtemps perdu la notion du mal et du bien. Prouve-lui que son procédé est vil, il en aura alors honte. Lorsque je le verrai, je lui dirai « Ta conduite est digne d'un affranchi. Si cela n'a pas d'effet, alors plus rien n'en aura. » « Merci tout de même, » répondit le guerrier. Puis, il se fit porter chez Vinicius, qu'il trouva en train de faire des armes avec son laniste attitré. À la vue du jeune homme s'adonnant tranquillement à des exercices alors qu'un attentat avait été commis contre Ligie, Aulus fut saisi d'une colère terrible, qui, le rideau à peine retombé sur le laniste, explosa en un torrent d'amers reproches et d'injures. Or, apprenant que Ligie avait été enlevée, Vinicius pâlit si effroyablement que même Aulus ne put le soupçonner un seul instant de complicité dans l'attentat. La sueur perla au front du jeune homme, son sang, qui avait reflué un instant dans son cœur, remonta en vagues brûlantes à son visage, ses yeux lancèrent des éclairs, ses lèvres proférèrent des questions incohérentes. Il était ballotté comme dans un ouragan entre la jalousie et la rage. Il lui semblait qu'une fois qu'elle aurait franchi le seuil de la maison de César, Ligie serait à jamais perdue pour lui. Mais lorsqu'Aulus prononça le nom de Pétrone, un soupçon, tel un éclair, traversa l'esprit du jeune soldat. Pétrone s'était moqué de lui, et ou bien il avait voulu obtenir de nouvelles faveurs de César en lui offrant Ligie, ou bien il avait voulu la garder pour lui-même. Il était impensable, pour lui, qu'on pût voir Ligie et ne pas la désirer. L'impulsivité, héréditaire dans sa famille, l'emportait maintenant comme un cheval affolé et lui enlevait toute sa lucidité. « Aulus !» dit-il d'une voix entrecoupée, « rentre chez toi et attends-moi. Sache que, Pétrone fût-il mon père, je vengerai sur lui l'outrage fait à Ligie. Rentre chez toi et attends-moi. Ni Pétrone ni César ne l'auront. » Puis, il tourna ses poings serrés vers les masques de cire alignés dans les vitrines dans l'atrium et s'exclama. « Sur ces masques mortuaires, je la tuerai plutôt, et moi avec elle. » Ayant dit cela, il bondit, et, répétant encore à Aulus les mots « Attends-moi », il se précipita comme un fou hors de l'atrium et courut chez Pétrone, bousculant les gens sur son passage. Ayant quelque peu repris courage, Aulus regagna sa maison. Il croyait que, si Pétrone avait incité César à enlever Ligie pour la remettre à Vinicius, celui-ci la ramènerait chez eux. Enfin, la pensée que, au cas où Ligie ne serait pas sauvée, elle serait au moins vengée et préservée de l'infamie par la mort, lui était une consolation non des moindres. Il était persuadé que Vinicius tiendrait toutes ses promesses. Il avait vu sa fureur, et il connaissait la fougue innée qui caractérisait toute sa famille. Lui-même, bien qu'il chérît Ligie comme s'il lui était son père, eût préféré la tuer que de la laisser à César. Et n'eût été l'obligation qu'il avait de penser à son fils, dernier descendant de sa lignée, il l'eût fait immanquablement. Aulus était un soldat. Il n'avait que vaguement entendu parler des stoïciens, mais, par son caractère, il était assez proche d'eux, et ses conceptions de la vie, sa fierté, s'accommodaient plus facilement et mieux de la mort que de l'infamie. Rentré chez lui, il rassura Pomponia, lui redonna courage, et ils attendirent tous les deux des nouvelles de Vinicius. De temps en temps, lorsque les pas de quelque esclave leur parvenaient de l'atrium, ils pensaient que Vinicius leur ramenait peut-être leur enfant chéri, et ils étaient prêts du fond du cœur à leur donner leur bénédiction. Mais le temps passait, et aucune nouvelle ne venait. Dans la soirée seulement, le heurtoir du portail se fit entendre. Au bout d'un moment, un esclave entra et remit une lettre à Aulus. Bien qu'il aimât paraître maître de lui, le vieux guerrier saisit pourtant la lettre d'une main quelque peu tremblante et commença à la lire avec autant d'impatience que s'il s'agissait du sort de toute sa maison. Soudain, son visage se rembrunit comme si l'ombre d'un nuage était passée sur lui. « Lis », dit-il en se tournant vers Pomponia. Pomponia prit la lettre et y lut ce qui suit. Marcus Vinicius, salutations à Aulus Plotius.
Ce qui est arrivé par la volonté de César, devant laquelle il vous faut vous incliner comme nous nous inclinons, moi et Pétrone. » Après quoi, il s'ensuivit un long silence. Pétrone était chez lui. Le portier n'osa pas retenir Vinicius qui s'engouffra dans l'atrium comme une rafale et, apprenant qu'il fallait chercher le maître de séance dans la bibliothèque, il s'y précipita. Pétrone était en train d'écrire. Il lui arracha le roseau de la main, le brisa et en jeta les morceaux à terre, puis enfonça ses doigts dans son épaule. Enfin, rapprochant son visage du sien, il lui cria d'une voix rauque. « Qu'en as-tu fait ? Où est-elle » Soudain, il se passa une chose ahurissante. Le svelte, l'efféminé Pétrone saisit la main du jeune athlète agrippé à son épaule, après quoi il happa son autre main et, les tenant dans une seule des siennes avec la force d'un étau de fer, il dit « Moi, je suis patraque seulement le matin. Le soir, je retrouve ma vigueur d'antan. Essaie de te dégager. C'est un tisserand qui a dû t'apprendre la gymnastique, un forgeron les us et coutumes. » Sur son visage, on ne lisait même pas la colère. Dans ses yeux seulement brilla une pâle lueur de courage et d'énergie. Au bout d'un moment, il relâcha les mains de Vinicius qui se tenait devant lui, honteux, humilié et rageur. « Tu as une main d'acier, vociféra-t-il. Mais je te jure sur tous les dieux de l'enfer que si tu m'as trahi, je t'enfoncerai un couteau dans la gorge, même si cela devait se faire dans les chambres de César. » « Parlons calmement, » répliqua Pétrone. « L'acier est plus robuste que le fer, comme tu vois. Donc, bien que l'on puisse faire d'un seul de tes bras deux comme les miens, je n'ai nul besoin de te craindre. En revanche, je déplore ta grossièreté, et si l'ingratitude pouvait encore m'étonner, je m'étonnerais de la tienne. Où est Ligie ? Au lupanar, c'est-à-dire dans la maison de Néron. Pétrone ! Calme-toi et assieds-toi. J'ai demandé à César 2 choses qu'il m'a promises. D'abord, de l'enlever de la maison d'Aulus, et deuxièmement, de te la donner. Au fait, n'as-tu pas un couteau dans quelque repli de ta toge ? Peut-être vas-tu me poignarder ? Mais moi je te conseille d'attendre quelques jours, car on t'écrouerait tandis que Ligie se morfondrait dans ta maison. Un silence s'ensuivit. Vinicius resta un moment ahuri à regarder Pétrone, puis il dit « Pardonne-moi, je l'aime et cet amour me rend fou. Admire-moi, Marc. Avant-hier, j'ai dit ceci à César. Mon neveu Vinicius est tombé amoureux d'une maigrichonne élevée chez les Aulus, au point que ses soupirs ont transformé sa maison en bain de vapeur. Ni toi, César, ai-je dit, ni moi, qui savons ce que c'est que la véritable beauté, nous n'en donnerions 1 millier de sesterces. Mais ce garçon a toujours été aussi bête qu'un trépied, alors qu'il est, maintenant, complètement abruti. Pétrone, si tu ne comprends pas que j'ai dit cela pour préserver Ligie, alors je suis prêt à croire que j'ai dit la vérité. J'ai fait croire à Barbe d'Airain qu'un esthète comme lui ne pouvait considérer une telle fille comme une beauté. Et Néron, qui, jusqu'à présent, n'ose voir autrement qu'avec mes yeux, ne trouvera en elle aucune beauté, et, n'en trouvant pas, il ne la désirera pas. Il fallait bien se prémunir contre ce singe et le tenir en laisse. Désormais, ce n'est pas lui qui découvrira la beauté de Ligie, mais Popée. Et il est clair qu'elle fera le nécessaire pour l'écarter au plus vite du palais. J'ai encore dit négligemment à Barbe d'Airain « Prends Ligie et donne-la à Vinicius. Tu as le droit de le faire parce qu'elle est un otage, et le faisant, tu feras du mal à Aulus. » Il a accepté. Il n'avait pas la moindre raison de ne pas accepter, d'autant plus que je lui donnais une occasion de contrarier ces braves gens. Ils feront de toi le gardien d'office de l'otage, ils remettront dans tes mains ce trésor ligien. Toi, pour ta part, en ta qualité d'allié des vaillants Ligiens, en même temps que fidèle serviteur de César, non seulement tu ne gaspilleras rien de ce trésor, mais encore tu veilleras à le multiplier. Pour sauver les apparences,
César la retiendra pendant quelques jours chez lui, puis l'expédiera dans ton insula, vénard que tu es. Est-ce bien vrai? Est-ce qu'elle ne risque rien dans la maison de César? Si elle devait y habiter en permanence, Poppée en parlerait avec Locuste, mais pendant ces quelques jours, elle ne craint rien. Dans le palais de César, il y a 10 000 personnes. Il est fort possible que Néron ne la voie pas du tout, d'autant plus qu'il me fait tellement confiance en tout qu'à l'instant même, il m'a envoyé un centurion pour m'informer que celui-ci avait amené la jeune fille au palais et l'avait confiée à Actée. C'est une bonne âme, cette Actée. C'est pourquoi j'ai ordonné qu'on la remette à elle. Pomponia Graecina est visiblement du même avis car elle lui a écrit. Demain, il y aura un festin chez Néron. J'ai obtenu une place pour toi, à côté de Ligie. Pardonne-moi, Caius, mon emportement, dit Vinicius. J'avais cru que tu avais ordonné de l'enlever pour toi-même ou pour César. Je peux te pardonner ton impulsivité, mais il m'est plus difficile de te pardonner tes gestes vulgaires, tes cris triviaux et ta voix qui rappelle celle des joueurs de Mora. Cela, je ne l'aime pas, Marc, et garde-toi de te comporter ainsi. Sache que l'entremetteur de Néron est Tigelin. Sache aussi que si j'avais voulu prendre cette fille pour moi, je t'aurais dit aujourd'hui, en te regardant droit dans les yeux, ce qui suit. Vinicius, je t'enlève Ligie et je la garderai tant que je ne m'en serai pas lassé. Le disant, il fixait de ses prunelles noisettes les yeux de Vinicius, avec une expression de froideur insolente qui augmenta le trouble du jeune homme. « C'est ma faute, dit-il. Tu es bon, noble, et je te remercie de toute mon âme. Permets-moi seulement de te poser encore une seule question. Pourquoi n'as-tu pas ordonné d'envoyer Ligie directement chez moi? Parce que César veut sauver les apparences. Les gens en parleront à Rome. Et comme nous prenons Ligie en otage, tant qu'ils jaseront, elle restera au palais de César. Puis, on te la ramènera en catimini, le tour sera joué. Barbe d'Airain est un chien poltron. Il sait que son pouvoir est sans limite. Et pourtant il cherche à donner un prétexte à chacun de ses méfaits. T'es-tu suffisamment remis de tes émotions pour pouvoir philosopher un peu? Je me suis moi-même parfois demandé pourquoi le crime, fût-il aussi puissant que César et aussi sûr que lui de son impunité, cherche-t-il toujours à se donner des apparences de légalité, de justice et de vertu? Pourquoi lui faut-il se donner toute cette peine? Assassiner un frère, une mère et une épouse est, à mon avis, une chose digne de quelque roitelet asiatique et non pas d'un empereur romain. Mais si cela m'était arrivé, je n'aurais pas écrit des lettres de justification au Sénat. Néron, lui, en écrit. Néron cherche des apparences parce que Néron est un lâche. Un Tibère, pour ne citer que lui, n'était pas un lâche, et pourtant il a justifié chacun de ses forfaits. Pourquoi en est-il ainsi? Comment comprendre cet étrange, cet involontaire hommage rendu par le mal à la vertu? Et sais-tu ce qui me vient à l'esprit? Eh bien, il en est ainsi parce que le crime est laid, alors que la vertu est belle. Ergo, un véritable esthète est, par là même, un homme vertueux. Ergo, je suis un homme vertueux. Il me faut offrir une libation aux ombres de Protagoras, Prodicus et Gorgias. Il faut croire que les sophistes eux-mêmes peuvent servir à quelque chose. Écoute toujours car je continue. J'ai fait enlever Ligie au Aulus pour te la donner. Bien. Lysippe aurait fait de vous des groupes merveilleux. Vous êtes beaux tous les deux, et par conséquent, mon acte est beau. Et comme il est beau, il ne peut être mauvais. Regarde, Marc, tu vois, assise devant toi, la vertu incarnée en Pétrone. Si Aristide vivait encore, il devrait venir chez moi et m'offrir 100 mines pour un bref exposé sur la vertu. Mais Vinicius, que la réalité intéressait plus que les cours sur la vertu, lui dit « Demain, je verrai Ligie. Puis je l'aurai chez moi tous les jours. Je l'aurai continuellement et jusqu'à ma mort. Toi, tu auras Ligie, et moi, j'aurai Aulus sur le dos. Il appellera sur moi la vengeance de tous les dieux des enfers. Et si encore l'animal prenait auparavant une bonne leçon de déclamation, mais il m'invectivera, comme mon ancien portier avait invectivé mes clients.
Je l'ai d'ailleurs envoyé pour cela à la campagne dans un ergastule. Aulus est venu chez moi. Je lui ai promis de lui envoyer des nouvelles de Ligie. Écris-lui que la volonté du divin César est la loi suprême et que ton premier fils aura pour prénom Aulus. Il faut bien lui donner une consolation à ce vieux. Je suis prêt à demander à Barbe d'Airain de le mander demain au festin. Qu'il te voie au triclinium aux côtés de Ligie. Ne fais pas cela, protesta Vinicius. Moi, ils me font de la peine, surtout Pomponia. Il s'assit pour écrire la lettre qui ôta au vieux guerrier ce qui lui restait d'espoir. Devant Actée, l'ancienne maîtresse de Néron, les plus grands s'étaient jadis inclinés. Mais elle, même alors, n'avait pas voulu s'immiscer dans les affaires publiques et, s'il lui était arrivé d'user de son influence sur le jeune souverain, c'était pour en tirer de la pitié pour quelqu'un. Silencieuse et humble, elle s'était attiré la reconnaissance de beaucoup et ne s'était pas fait un seul ennemi. Même Octavie n'était pas parvenue à la haïr. Aux envieux, elle semblait trop peu dangereuse. On savait qu'elle aimait toujours Néron d'un amour triste et endolori, d'un amour qui se nourrissait non plus d'espoir, mais du souvenir des moments où ce même Néron fut non seulement plus jeune et plus aimant, mais aussi meilleur. On savait qu'elle ne pouvait détacher son âme et ses pensées de ses souvenirs, mais qu'elle n'attendait plus rien. Et, comme on n'avait aucune crainte réelle que César revienne à elle, on voyait en elle une créature tout à fait désemparée et, de ce fait, on la laissait en paix. Pour Popée, elle n'était qu'une servante silencieuse, tellement inoffensive que son renvoi du palais n'entrait même pas en ligne de compte. Cependant, vu que César avait aimé Actée autrefois et qu'il l'avait abandonnée sans rancune, d'une manière paisible et même en un sens amical, on avait gardé pour elle certains égards. L'ayant affranchie, Néron lui avait donné dans le palais un appartement qui comprenait un cubiculum et une poignée de serviteurs, comme ce fut le cas en son temps avec Pallas et Narcisse, qui, bien qu'étant des affranchis de Claude, étaient non seulement des convives de l'empereur au festin, mais encore y occupaient en leur qualité de ministres puissants des places de choix, on l'invitait parfois, elle aussi, à la table de César. On le faisait peut-être aussi parce que son ravissant minois était un véritable ornement du festin. D'ailleurs, dans le choix des convives, César avait depuis longtemps déjà cessé de tenir compte des avis de quiconque. On voyait à table une foule hétéroclite de gens de tous les États et de toutes les professions. Parmi eux, il y avait des sénateurs, surtout ceux qui acceptaient en même temps de faire l'épître. Il y avait des patriciens, vieux et jeunes, assoiffés de réjouissances, de faste et de luxure. On y voyait des femmes, portant de grands noms, mais qui, le soir, pour se divertir, n'hésitaient pas à coiffer la perruque blonde et partir dans les rues sombres en quête d'aventure. On y voyait de hauts magistrats et des pontifes qui, eux-mêmes ravis devant leur coupe pleine, se moquaient de leur propre Dieu. À côté d'eux, une racaille de toutes sortes, composée de chanteurs, de mimes, de musiciens, de danseurs et de danseuses, de poètes qui, tout en déclamant des vers, pensaient aux sesterces qui pouvaient bien leur valoir la louange des vers césariens, des philosophes morts de faim qui suivaient d'un regard avide l'arrivée des plats, et enfin de célèbres cochers, prestidigitateurs, thaumaturges, conteurs, bouffons, mais aussi des vagabonds les plus divers, promus par une mode ou la sottise à une célébrité d'un jour, et parmi lesquels il n'en manquait pas qui cachaient sous leurs longs cheveux leurs oreilles trouées, marque de l'esclavage. Ceux qui tenaient le haut du pavé prenaient place à table. Le menu fretin servait au divertissement pendant que les premiers mangeaient, attendant lui-même le moment où les serviteurs lui permettraient de se jeter sur les restes de mets et de boissons. Les invités de ce genre étaient recrutés par Tigelin, Vatinius et Vitellius, qui étaient obligés parfois de leur fournir des vêtements appropriés au palais de César. Celui-ci, d'ailleurs, aimait une telle compagnie et s'y sentait tout à fait à l'aise. Le luxe de la cour dorait tout et donnait à tout de l'éclat. Grands et petits, descendants de nobles familles et tourbes du pavé de ville, prodigieux artistes et piètres talents se ruaient sur le palais,
pour rassasier leurs yeux émerveillés d'un faste qui dépassait presque toute imagination, et pour approcher le dispensateur de toutes les faveurs, de toutes les richesses et de tous les biens, dont le seul bon plaisir pouvait, à vrai dire, ou bien les rabaisser, ou bien les élever outre mesure. Ce jour-là, Ligie devait, elle aussi, prendre part à un tel festin. Elle était ballottée entre la peur, l'incertitude et l'étourdissement bien compréhensible après le choc qu'elle venait de subir, et le désir de se rebeller. Elle avait peur de César, peur des gens, peur du palais dont le vacarme l'excédait. Elle avait peur aussi des festins dont elle savait l'ignominie pour en avoir entendu parler avec Aulus, Pomponia Graecina et leurs amis. Adolescente, elle n'en était pas pour autant une ingénue, car en ces temps, on prenait conscience du mal assez tôt, même parmi les enfants. Elle savait donc qu'elle courait à sa perte dans ce palais, ce dont l'avait d'ailleurs averti Pomponia au moment de leur séparation. Ayant cependant une âme jeune, non familiarisée avec la dépravation et obéissant aux préceptes élevés que lui avait inculqués sa mère adoptive, elle lui avait promis de se défendre contre une telle perte, à sa mère, à elle-même et à ce divin maître, en lequel elle croyait, mais aussi qu'elle aimait de tout son cœur à demi enfantin, pour la douceur de son enseignement, pour l'amertume de sa mort et la gloire de sa résurrection. Elle était certaine que ni Aulus, ni Pomponia Graecina ne seraient tenus pour responsables de ses actes. Elle se demandait donc s'il n'était pas préférable de ne pas se soumettre et de ne pas aller au festin. Tantôt la peur et l'inquiétude pétrifiaient son âme, tantôt naissait en elle le désir de faire preuve de courage, de persévérance, d'affronter le supplice et la mort. Le divin maître avait pourtant demandé de le faire. Ne nous en avait-il pas donné l'exemple ? Pomponia lui avait même raconté que les plus fervents parmi les adeptes désiraient de toute leur âme une telle épreuve et la demandaient dans leurs prières. Ligie était, elle aussi, prise d'un tel désir quand elle était encore chez les Aulus. Elle se voyait martyre, avec des plaies aux mains et aux pieds, blanches comme la neige, d'une beauté surnaturelle, portée dans l'azur par des anges tout aussi blancs, et son imagination se complaisait dans des visions semblables. Il y avait en cela beaucoup de rêves enfantins, mais aussi un tant soit peu de narcissisme que Pomponia réprimandait. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.